Bonjour tout le monde, on se retrouve pour répondre aux questions que vous avez posées sur la page Patreon. On va parler de la faillite de la France, on va parler investissement évidemment, parce que vous savez que si je fais ce contenu, c'est pas seulement pour dénoncer ce qui ne va pas, c'est également pour vous montrer comment vous pouvez sortir de la trappe à pauvreté qui est organisée par nos gouvernements. Je vous réexplique un petit peu la situation. Toutes les fois que vous avez une entrée d'argent, que ce soit votre salaire, votre retraite, ce que vous voulez, eh bien votre argent commence à perdre de la valeur dès qu'il arrive sur votre compte en banque. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des sociétés inflationnistes, parce que les États ont besoin de s'endetter pour pouvoir arroser leurs clients, pour pouvoir s'arroser eux-mêmes évidemment, mais la contrepartie de ça, c'est que tous les honnêtes gens qui font un travail utile, tous les braves gens de France se font voler avec cet impôt déguisé qu'est l'inflation. Encore une fois, la façon dont ça marche, c'est qu'une fois de temps en temps, l'État ouvre le robinet de la planche à billets pour pouvoir arroser les fonctionnaires, pour pouvoir arroser les assistés, pour pouvoir arroser leurs gros salaires de politiques, d'élus, de gouvernants, etc. dans toutes les fonctions publiques de je sais pas quoi, et toutes les fois qu'on ouvre le robinet d'argent public, en faisant de la dette qui sera elle-même rachetée par de l'argent fictif, eh bien ça diminue la valeur de ce que vous avez en portefeuille. C'est pour ça qu'il faut commencer à investir, parce que investir, c'est la seule manière dont vous n'allez pas vous faire martyriser par l'inflation. Bon, l'investissement, je vous en parle sur cette page, c'est également ce dont je vous parle sur la page Patreon, où vous pouvez me poser toutes vos questions, et par ailleurs, sur la page Patreon, vous avez la série où je documente mon combat contre le Nasdaq. J'ai créé un portefeuille dont le but est de battre le Nasdaq, à savoir l'indice le plus performant, et en ce moment, on est devant le Nasdaq d'à peu près 4 points. C'est pas facile, c'est une vraie compétition, et je vous montre comment je fais ça dans des épisodes spéciaux que je ne publie que sur la page Patreon, et je documente également l'actualité des entreprises qui composent ce portefeuille. On se lance dans la réponse à vos questions. Alexis me dit: bonjour Victor, si la France fait faillite, l'État peut-il réclamer les cryptos qu'on a sur un cold wallet? L'État ne peut pas y accéder, mais il sait combien on a. Alors, je vais répondre à ces différentes questions. La première chose, c'est que la France ne va pas faire faillite, parce qu'ils vont continuer à imprimer de l'argent, et quand il n'y aura plus d'acteurs privés comme BlackRock qui accepteront acheter cette dette pourrie, eh bien ce qu'on fera, c'est que c'est la Banque Centrale Européenne qui achètera directement la dette en imprimant de l'argent, et donc en continuant de dégrader votre pouvoir d'achat pour pouvoir entretenir les fonctionnaires, les parasites, etc., etc. Donc la France ne va pas faire faillite officiellement, mais la situation va continuer de se dégrader dans le sens où de plus en plus de créateurs de valeur vont partir et mettre la clé sous la porte, et ceux qui restent vont se faire toujours plus taxer. Ce que pourrait faire l'État dans un scénario où ça se dégrade fortement, c'est qu'ils vont lancer des messages du type: ok, vous déclarez vos portefeuilles crypto et on vous fait une amnistie, voilà, on passe l'éponge sur tout ce que vous avez fait dans la crypto depuis que vous avez commencé à investir dans la crypto, vous nous payez un prélèvement forfaitaire et on passe l'éponge sur tout le reste, mais pour ça, vous signalez bien gentiment. Ils vont faire des trucs comme ça. Ils vont jouer entre la carotte et le bâton pour forcer les gens à déclarer vos cryptos. Ça va être ça, ça va être: si on découvre par hasard que vous avez des cryptos, on va vous massacrer. Et par ailleurs, si vous acceptez gentiment de déclarer tout ce que vous avez, eh bien, on sera très clément avec vous. Alors, est-ce que l'État sait combien tu as en crypto? Ça dépend. L'État sait ce que tu as en crypto si tu es passé par des plateformes centralisées du type Coinbase, Binance, etc. Là, c'est le même mécanisme que le compte en banque. C'est sur une institution à travers laquelle l'État peut lire dans ce que tu fais avec ton argent comme dans un livre ouvert. Si pour créditer ton cold wallet, t'es passé par quelque chose du type échange de pair à pair, ou t'es passé par de la finance décentralisée, ça va être beaucoup plus difficile pour l'État. Évidemment que les blockchains sont publiques, par exemple une blockchain comme Bitcoin est publique, donc l'État, si ça l'amuse, peut savoir ce qu'il y a sur telle ou telle adresse. Par contre, pour lier une adresse à une personne, c'est plus compliqué. Pour lier une adresse à une personne, il faut que l'État ait quelque chose à te reprocher, qui commence à enquêter sur toi, et si en plus tu as utilisé des VPN, etc., c'est beaucoup plus difficile de te tracer. Donc l'État ne peut pas bloquer ton wallet, l'État ne peut pas bloquer tes bitcoins, c'est pas possible, personne n'a le pouvoir de bloquer des bitcoins, de geler un compte, d'empêcher de faire des transactions, etc., etc. L'État peut essayer de prouver qu'une adresse t'appartient, mais c'est assez difficile à faire, surtout si tu t'es plutôt bien protégé et que tu as fait tes affaires en crypto en dehors des plateformes centralisées. Alors Fabrice me dit: bonjour Victor, suite à la négo entre Van der Leyen et Trump,
comment le marché va réagir selon toi, bah, j'ai l'impression qu'il a déjà réagi, hein. Et j'ai l'impression qu'il s'en fiche un petit peu. Le marché a plutôt les yeux sur les résultats des entreprises actuellement, et ce qui peut plutôt faire tanguer les marchés, c'est des comportements un petit peu erratiques de Trump, du type, quand il n'était pas content des chiffres de l'emploi, il a décidé de virer la dame qui était à la tête de l'organisme qui s'occupe des stats. Là, c'est un petit peu inquiétant pour les marchés, parce que si tu pètes le thermomètre quand tu n'es pas content de la température, ça peut être un petit peu problématique. Donc c'est ce genre de choses qui pourrait faire réagir les marchés. J'aurais plutôt tendance à dire, mais ça n'engage que moi, que la crise des tarifs, c'est plutôt derrière nous. Parce que quand les marchés ont réagi, ils ont réagi en se disant on va se manger des tarifs de douane de 60%, alors qu'en vérité, ça va être plutôt 15, et ça, bah, je pense que c'est déjà anticipé par le marché. Les marchés ont déjà anticipé ça. Ce scénario a été perçu plutôt comme une chance, et ensuite ça va être aux entreprises de s'adapter. L'Europe a aussi le droit de commencer à se dire bon, bah, on va favoriser le business à l'intérieur de l'Europe. Enfin, je pense pas qu'ils vont faire ça, hein. Je pense que l'Europe va continuer à massacrer ses entreprises, et ces entreprises se feront massacrer quand elles exporteront aux États-Unis, mais on aura le droit de faire ça. On aurait le droit de se dire bon, on va baisser massivement les charges sur les entreprises, on va baisser massivement les impôts sur les entreprises. Ça va permettre à nos entreprises d'être beaucoup plus compétitives. Donc je pense pas qu'il va y avoir de choses dramatiques. Je pense que la situation va continuer à s'améliorer un petit peu aux États-Unis. Je pense que la situation va continuer à se dégrader un petit peu en Europe, et c'est pour ça que j'ai une exposition qui est assez minime à l'Europe, tu vois. L'Europe, j'y suis exposé, j'ai 11 000 balles dans le marché européen, et le reste, bah, je suis exposé en dehors d'Europe, donc j'ai même pas 10% si tu veux en Europe. Je trouve que c'est bien suffisant comme ça, et pour le moment j'ai pas l'intention de mettre tellement plus, donc je pense que ça va se continuer un petit peu à se dégrader. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont souffrir en Europe, mais c'est pas à cause de Trump. Les entreprises souffrent en Europe parce qu'on est des gros communistes en fait. Deuxième question, peux-tu, si tu ne l'as pas déjà fait, nous parler des stablecoins? Parce que je peux te dire que sur les stablecoins, c'est que moi je les utilise parce que j'ai des actifs qui me versent des stablecoins dans la finance décentralisée. Ça c'est des choses dont on parle sur la page Patreon, donc c'est intéressant de pouvoir être payé en dollars sur la blockchain. Après c'est un sujet tellement vaste que je vois pas trop bien ce que tu veux que je te dise. La finance décentralisée c'est utile, j'utilise, c'est un très bon moyen d'être moins dépendant des banques traditionnelles, mais justement la tendance qui va se développer, c'est que je pense que toutes les banques françaises vont commencer à lancer leurs propres stablecoins sur leur propre blockchain, etc. Et ça, il ne faudra pas s'en approcher. Ce qui est intéressant avec un stablecoin, c'est que tu prends ton stablecoin, tu peux l'échanger contre ce que tu veux, tu peux le déposer sur une plateforme de finance décentralisée et commencer à générer de l'intérêt avec, après avoir l'euro de la Société Générale, l'euro de la Caisse d'épargne ou je sais pas quoi. Ça, honnêtement, je vois pas du tout l'intérêt de ce genre de truc. Alors Vivien me dit « Bonjour Victor, merci pour tes vidéos, c'est toujours top. Que penses-tu de la tokenisation des marchés? J'ai l'impression que les institutionnels commencent à la prendre en considération. Si tel est le cas, quel impact cela peut avoir sur les marchés? » Bah, si tu veux, moi la tokenisation, je suis dedans depuis un moment avec Realty normalement qui tokenise de l'immobilier. Donc c'est assez intéressant de pouvoir recréer de la propriété d'actifs réels sur la blockchain sans devoir passer par des courtiers, etc. C'est pas mal. Et je pense qu'on va avoir une tendance qui est un petit peu pareille que ce qui va se passer avec les stablecoins, à savoir qu'à la base, ce sont des projets qui ont été créés par des entrepreneurs, par des gens qui ont essayé d'exploiter de nouvelles technologies pour produire de nouveaux cas d'usage, et là-dessus bah, tu vas avoir plein de trucs dans ton assurance vie, à la Société Générale, à la Caisse d'épargne, j'en sais rien, où on va te dire si tu veux, j'ai tokenisé pour toi des bons du trésor américains, tu peux les avoir en passant par tel ou tel truc avec tel ou tel frais, etc. Donc tout ce qui va être proposé par des gros institutionnels, moi je vais fuir ça. Ce qui m'intéresse, c'est la finance décentralisée. Si tu as des grosses banques et des grosses institutions traditionnelles qui commencent à jouer avec la finance décentralisée, je ne veux pas y toucher. Qu'est-ce que tu penses aussi de la politique de MicroStrategy d'accumuler du Bitcoin? Je ne veux pas acheter cette action, mais j'ai peur que ce soit celui qui possède le plus de Bitcoin qui en fixe le prix par la suite, du style vendre en masse plus haut et racheter plus bas en très grande quantité pour faire remonter le prix. Alors, si tu veux, moi je vois ça plutôt comme quelque chose d'assez bullish, parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement MicroStrategy, c'est que le narratif à l'heure actuelle autour du Bitcoin, et c'est en train de se répandre au reste de l'écosystème crypto, c'est les entreprises qui mettent leur trésorerie en Bitcoin. Et donc toutes les semaines, on a des nouvelles annonces de telle entreprise a décidé d'acheter un max de Bitcoin, etc. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu as des gros acheteurs qui rentrent sur le marché. Je pense que parmi ces acteurs, en tout cas MicroStrategy est là pour le long terme. Et donc c'est plutôt des acteurs qui, quand les marchés vont un petit peu baisser, vont en profiter pour recharger. Je pense pas que leur objectif, ce soit de manipuler le cours. Je pense que, en tout cas, MicroStrategy, ce sont des gens qui sont absolument convaincus
que, surtout dans le contexte des monnaies papier toilette, Bitcoin, ça va devenir une alternative dans des États de plus en plus endettés et dans des États qui sont de plus en plus anti-libéraux. Bitcoin, c'est la monnaie des citoyens, c'est la monnaie des gens qui en ont marre de se faire entuber par le système. Je pense que Michael Saylor a compris ça. Dans son sillage, il y a pas mal de gens qui sont là plutôt pour le buzz. On commence à avoir des trucs du type, il va y avoir maintenant des Ethereum, Treasury Company, donc des entreprises qui vont accumuler un maximum d'Ethereum, etc. Et ça, pour le coup, je trouve ça un petit peu ridicule. T'as plein de gens là qui espèrent une alt season, à savoir, dans le sillage de Bitcoin, tu vas avoir les têtes de singes qui vont recommencer à pumper. Je trouve que ça fait un peu tiep, hein, que dans le monde des altcoins, ils soient même pas capables d'avoir leur propre narratif. Enfin, je veux dire, les NFT, c'était leur propre truc. Au moins, les singes, là, c'était leur propre truc. Pourquoi est-ce qu'ils jouent plus avec les singes? C'était bien les singes. Les DAO, c'est pas idiot, les DAO, c'est intéressant. Mais là, on a l'impression qu'ils ont tellement rien pour essayer de faire pumper le marché des stablecoins qu'ils doivent voler le narratif de Bitcoin. Donc, c'est un petit peu ridicule. En tout cas, moi, le fait que tu aies des entreprises qui essaient d'accumuler un maximum de Bitcoin, je trouve que c'est assez positif. L'action MicroStrategy, je ferai quand même gaffe parce que le prix de l'action vaut beaucoup plus cher que la quantité de Bitcoin que l'entreprise possède. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui parient sur le fait que la stratégie de MicroStrategy de s'endetter un maximum, d'émettre plein de types de bons, etc. pour pouvoir accumuler toujours plus de Bitcoin, c'est une stratégie qui sera payante, mais enfin voilà, ça fait partie de ces entreprises qui peuvent très vite se dégonfler. Ensuite, Tubi Télé me dit: salut Victor, est-ce qu'il faut obligatoirement ne plus être résident fiscal français dès le 1er janvier 2026 pour s'expatrier pour l'année 2026? En gros, je comptais déménager plus tard dans l'année, genre en mars. C'est une question bête, mais je trouve pas sur internet, ça m'a pas l'air cohérent. Je sais pas comment ça marche pour la France, mais tu as certains pays où tu peux faire des déclarations qui sont splittées. C'est-à-dire que si tu pars de France et que tu es sur une année plus de 6 mois hors de France, ça doit être possible de faire une déclaration où la première partie de l'année, tu le déclares en tant que résident fiscal français et la seconde partie de l'année, tu la déclares comme résident fiscal de l'autre pays dans lequel tu es arrivé, mais c'est pas sûr. Et effectivement, le plus sûr, c'est de se faire une année fiscale complète en dehors de la France, mais ça doit être quand même possible de bidouiller une déclaration splittée. Et puis par ailleurs, ce qui est important, c'est que tu réussisses ton projet d'expatriation, hein. Et dans le projet d'expatriation, il n'y a pas que la fiscalité, il y a le fait que tu trouves un endroit où tu es content de vivre, le fait que tu trouves un bel appart, le fait que tu trouves des contacts qui t'accompagnent sur place pour toutes tes démarches, etc. Donc il y a la fiscalité, c'est une des dimensions, mais il y a plein d'autres dimensions. Alors Raphaël me dit: pourquoi tu ne parles pas de private equity? Je suis membre du Blast Club, donc c'est le truc d'Anthony Bourbon qu'on embrasse depuis 2 ans. J'ai un résultat de 50% brut. Cela n'inclut pas mes 3 derniers mois d'investissement. Bah écoute, c'est cool. Moi, ce qui me gêne en fait avec les trucs de private equity, c'est justement les trucs du type Blast Club. C'est-à-dire que tu paries sur Anthony Bourbon et sur le fait que Anthony Bourbon va bien gérer le truc. Tu as des frais qui sont quand même assez importants. Donc voilà, très content pour toi si tu as une bonne performance. 50% brut, bah, c'est un petit peu moins que le Nasdaq sur les 2 dernières années, mais c'est quand même une assez belle performance. Mais le private equity, j'en parle pas tout simplement parce que c'est pas mon truc et parce que les accès au private equity sont quand même plutôt verrouillés, ce qui suppose faire confiance à des tiers, ce qui suppose des frais, et ça te fait plaisir et que ça te rapporte, je suis content pour toi. Alors, Zach me dit: bonjour Victor, un plaisir de te suivre. Si tu avais un conseil d'épargne ou d'investissement à donner à une personne de 60 ans avec une somme modeste, moins de 500 €, qu'est-ce que tu lui suggérerais? Bah, en fait, ça dépend de ce que tu veux dire, parce que si 500 € c'est l'ensemble de ton patrimoine, tu vas pas pouvoir faire grand chose en fait, parce que si tu investis 500 € dans un ETF qui te rapporte, je sais pas moi, du 7%, ça va te rapporter 35 balles par an en dividendes, et puis tu vas avoir de la volatilité sur ton capital. Si tu le mets sur un livret A, tu vas avoir un petit peu plus que si tu le laisses sur ton compte en banque, mais un petit peu moins que l'inflation. Mais si tu as seulement 500 € à investir, tu pourras pas faire des miracles. Par contre, si c'est 500 € que tu peux investir par mois, là c'est intéressant, ou 500 € par an, c'est intéressant. En tout cas, si tu es capable de pouvoir commencer à investir de façon régulière, bah là oui, tu peux commencer à investir dans un ETF à dividendes pour augmenter
augmenter ton petit flux continu de revenus. Le problème évidemment, c'est que l'investissement, si tu as moins de 10 ans avant de vouloir récupérer les fruits de ton capital, là c'est risqué. Si tu veux l'investissement, plus tu as un horizon qui est large, moins c'est risqué. Alors que si tu as 60 ans, j'imagine que tu as envie de récolter les fruits de ton investissement avant d'avoir 70 ans. Dans un cas comme ça, je me renseignerai pour savoir quels sont les comptes à terme avec les meilleurs retours sur investissement, parce que là tu auras peut-être une chance de battre l'inflation et au moins ton capital sera garanti. Le reste ce serait pas sérieux, parce que moi je te dirais prends un bon ETF quoi. Prends un ETF comme l'ETF du monde entier et sur les 5 prochaines années tu peux faire 100% comme tu peux faire moins 20%, on n'en sait absolument rien du tout. Donc il n'y a rien de sûr, la seule chose qui est sûre c'est que quand tu commences à avoir un horizon d'investissement qui est large, ça diminue grandement ton risque. Alors ensuite Yann me dit: salut Victor, j'espère que tu vas bien. J'avais des questions mais après avoir vu les dernières FAQ où tu nous dis toujours faites ce que vous voulez, du coup je n'ose plus les poser. Excellente journée et merci pour ton contenu. Tu peux toujours essayer de poser tes questions. Si tu veux, pourquoi est-ce que je vous dis de faire ce que vous voulez? Parce que il y a beaucoup de vos questions qui sont est-ce que tu achèterais ça? Moi, vous le voyez ce que j'achète, vu que je suis transparent sur ce que j'achète. Et s'il y a certaines choses que je n'achète pas, c'est parce que je considère que c'est pas intéressant ou que c'est pas pour moi. Mais ça veut pas dire que c'est pas pour vous. Et puis par ailleurs, je peux pas vous donner de conseils, je peux simplement partager mon expérience. Et c'est pour ça que quand vous me posez des questions précises du type est-ce que tu achèterais telle action? Non, j'en sais rien. C'est ça pour le coup, effectivement, vous faites absolument ce que vous voulez. Alors Raphaël me dit: salut Victor, j'ai 36 ans, 4 enfants. Écoute, c'est cool. 3 entreprises dont mes revenus dépendent. J'ai une SAS Superfood, une SARL, celle de ma femme et une micro dont les intérêts économiques sont en France. J'ai une maison de 800K et 100K de côté. J'ai le sentiment d'être verrouillé. Verrais-tu une échappatoire pour t'expatrier si tu étais à ma place? Ce serait un vrai changement de vie, mais t'es jeune. En fait, t'es assez jeune, donc ça veut dire que tes enfants sont encore aussi assez jeunes. Si tu décides d'utiliser tes 100K pour pouvoir amorcer l'achat d'un bien immobilier à l'étranger et qu'après tu rembourses le bien une fois que tu as été capable de vendre ta maison, tu es dans une situation qui est idéale. Après, ça dépend de ce qu'a envie de faire ta femme. Et moi, je me suis expatrié avec mes enfants et c'est une belle aventure en fait. C'est une belle aventure. 36 ans, t'es jeune, ça vaut la peine de vivre des aventures. Donc, tu sens que ta place n'est pas en France, reste pas verrouillé en France. Alors, K. Morgan me dit: bonjour Victor, je suis enthousiaste de rejoindre la communauté en ce jour. Écoute, avec plaisir. Je viens tout juste de commencer à investir avec mes petits moyens à mon âge avancé de 38 ans. Hélas, venant d'un milieu très loin de la finance, je viens de prendre un ETF SP500, une part de Microsoft, puis un risque sur LVMH en chute, de part à un prix gérable. Donc au pire c'est perdu, au mieux je me place. Mais je voulais juste me diversifier et je souhaitais une petite entrée dans le luxe. Écoute, pourquoi pas? Mais tu sais, tu es déjà diversifié avec le SP500. Le SP500 c'est déjà hyper diversifié, surtout si tu as des petits moyens et assez peu de patrimoine, tu n'as pas besoin de parier une grosse partie de ce que tu as investi, quoi. Je cherche un ETF pour un rapport 50% ETF, 50% action pour mon premier mois afin de sécuriser. J'ai cherché dans les ETF monde, mais pour éviter les doublons avec le SP500, j'ai du mal à trouver, il y en a tellement. Si tu veux, l'ETF monde, c'est toujours le même. Si tu parles de l'ETF MSCI World, tu as effectivement plein d'émetteurs, mais derrière, tu as toujours le même truc. Tu as le SP500 plus Samsung et Nestlé, quoi, en gros. Attends, on va regarder les positions que tu as là-dedans. Tu vois maintenant dans les 10 plus grandes positions, tu n'as que des boîtes américaines. Tu vois que tu as un petit peu de Japon, mais tu es à 70% aux États-Unis. Tu as un ETF monde qui peut être intéressant parce qu'il est un petit peu différent des autres ETF monde, c'est celui-là. Tu as cet ETF de Vanek qui a des bonnes performances et pour le coup, vu que c'est un ETF qui est équipondéré, très différent en termes de composition des autres ETF du monde entier, quand tu regardes le rendement, t'es bien, tu vois, t'as fait à 5 ans, t'as fait à peu près comme l'ETF World classique, et quand tu regardes les positions, là pour le coup t'es sur un truc assez différent, tu vois, Siemens, ça je sais même pas ce que c'est, CrowdStrike, pourquoi pas, Nintendo, tu vois que celui-là il est seulement exposé à 35% aux États-Unis et le reste c'est d'autres positions dans le monde entier. Donc là pour le coup t'as une vraie diversification et donc ça peut être pas trop mal si t'as envie d'être exposé vraiment au monde entier pour que ça fasse pas doublon avec ce que t'as dans un ETF du SP500. Alors pour précision de mon futur portefeuille, je vais prendre une part d'Amazon et de Nvidia, un ETF sécuritaire qui peut entrer dans un PEA et équilibrer le risque. Écoute, pourquoi pas, mais non je peux pas te proposer d'ETF sécuritaire parce que j'investis pas dedans. J'ai pas
d'ETF sectoriel parce que je considère justement que le point des ETF, c'est d'être les plus larges possibles et que quand tu commences à choper des ETF sectoriels, bah, tu commences à faire un petit peu de l'ETF picking et ça va un petit peu contre la philosophie. En tout cas, bravo d'avoir commencé à investir. Fais-toi le portefeuille en fonction de tes convictions. Ce que je peux te dire, c'est que là, tu as un ETF du monde qui correspond un petit peu à ce que tu décrivais et qui est différent de ce que tu vas trouver dans un ETF du monde entier. Pour tes choix de stock picking, pourquoi pas? Moi aussi, j'ai du Amazon. Nvidia, je l'achèterai pas maintenant, mais Nvidia, c'est une boîte, tu as l'impression que ça monte tellement fort que si tu rentres jamais dedans, bah, tu peux risquer de te faire larguer. Mais Nvidia, ça peut faire moins 50. Hein. Mais moi, si Nvidia fait moins 50, bah, je trouverais que c'est une assez bonne opportunité de renforcer. Alors, Mathéo me dit « Salut, merci pour les outils que tu partages au quotidien. J'avais une question à propos du RMM de Realty. Utilises-tu la fonction d'épargne sur ce RMM et sais-tu quand la rémunération est-elle effectuée ?» Oui, j'utilise le RMM de Realty, qui est donc une plateforme où tu peux déposer tes tokens Realty et ça te permet d'emprunter des stablecoins et de racheter d'autres tokens, etc., de faire des boucles. Mais tu peux également l'utiliser pour déposer des stablecoins. En face de ça, il y a des gens qui empruntent ces stablecoins et qui payent un rendement dessus et t'es payé toutes les secondes en fait. Tu reçois les intérêts en continu et moi, la manière dont je gère mon épargne sur le RMM, c'est que je garde une trace du capital que j'ai apporté et tous les mois, je récupère les intérêts que j'ai produits et ça me permet comme ça de me déclencher des petits dividendes. Mais je trouve que le RMM est très intéressant parce que vu qu'il y a un vrai cas d'usage et que les gens ont intérêt à emprunter pour faire des affaires sur la marketplace et sur le marché secondaire, eh bien le rendement est soutenu et il est beaucoup mieux soutenu par exemple que sur AAV. Donc c'est pour ça que j'utilise effectivement le RMM de Realty pour mon épargne. Si tout ceci ça vous semble être du chinois, bah vous avez sous cette vidéo le lien vers un document que j'ai créé où je vous présente et je vous explique différents outils que j'utilise au sein de la finance décentralisée. Et pour le reste, je vous invite évidemment à sortir de la trappe à pauvreté, commencer à investir et vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise avec un beau bonus quand vous commencerez à investir en passant par ce lien affilié. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.